Et en fait, en voyant ce vélo pas en très bon état, je me suis dit: «Je vais aller le retaper». Je me suis dit: «Je vais faire ça seconde main et je vais essayer d'appliquer cette logique de 0 matériel neuf à mon projet». Puis je suis parti en fait avec ce vélo et pendant les voyages, je me suis dit: «Je vais essayer de pas produire de déchets pendant cette première aventure». Donc j'ai eu cette idée de 0 déchet et enfin, comme je suis parti à vélo de chez moi, je me suis dit: «Ce serait pas mal de réfléchir à l'impact carbone dans mes prochains voyages». Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à me dire: «Je vais me lancer dans un petit projet très humble, ce que je vais appeler Expédition Zéro». Donc des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte 3 zéros autant que possible. 0 impact carbone, 0 déchet et 0 matériel neuf. Et je pense que la solution à tous nos problèmes, malheureusement, je sais pas si on pourra l'atteindre, c'est vraiment une histoire de modération. C'est pas d'être extrême, genre totalement anti-performance ou totalement à fond performance, mais d'être dans l'équilibre, la modération, le luxe du temps, mais en même temps pas totalement dans l'immobilisme. Voilà, et c'est un peu ça que je retrouve dans ce qui m'anime en moi dans mes défis. J'ai jamais couru plus de 15 kilomètres avant de partir. D'ailleurs, dans ma vie, pour que les gens réalisent que je suis pas du tout un sportif de haut niveau, avant ça, j'avais jamais couru plus de 21 kilomètres à la suite. Donc j'avais jamais fait de marathon, ni de trail, ni quoi que ce soit. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Demoliens, un éco-aventurier de 33 ans, à l'initiative du projet Expédition Zéro et du défi Nettoie ton kilomètre, dont vous avez très probablement entendu parler. À travers ce projet, Benjamin entreprend des aventures sportives itinérantes en respectant 3 règles: 0 émission carbone, 0 matériel neuf et 0 déchet. Benjamin tient ainsi à montrer que la sobriété, le minimalisme et la durabilité peuvent permettre de rendre heureux et ne sont finalement pas uniquement des contraintes. Il va nous embarquer aujourd'hui avec lui pour une aventure de 6 jours et près de 280 km de périple et 8000 mètres de D+, au cœur des Cévennes. Il nous racontera également comment l'ensemble de ce qu'il emporte avec lui pour ce défi tient dans un simple sac de 17 litres. Mais je ne vous en dis pas plus. Benjamin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Passion Zéro. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Salut Benjamin, je suis ravi de te recevoir dans ce 37e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Salut Guillaume, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce chouette podcast. Avec grand plaisir. Benjamin, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Avec plaisir, donc c'est Benjamin Demoliens, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille, je suis originaire de Bretagne et depuis maintenant 1 an, je me suis lancé dans un projet qui s'appelle Expédition Zéro, un projet d'éco-aventure, donc de l'aventure sportive engagée écologiquement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis ado ? Quelle place tenait le sport alors dans ta vie ? Alors le sport, nos parents nous y ont mis plutôt jeunes et moi j'avais un côté un peu touche à tout. Donc j'ai pas, forcément été, très persévérant dans un sport en particulier, mais j'ai essayé plein de choses. J'ai fait, de la natation, ce que j'ai fait le plus tôt, je crois que c'est de la natation. Voilà, sinon j'ai fait, du judo, de l'escrime, pas mal de sports. Je me souviens que le judo, j'ai dû arrêter assez prématurément parce que je me faisais complètement balader par, mes adversaires de mon âge. Donc C'était un petit gabarit. j'étais un petit gabarit. Je me souviens de voler, qu'un copain vraiment m'utilisait comme une toupie. Sinon non, j'ai fait pas mal de skateboard. J'ai eu un peu cette fibre un peu des sports de glisse assez jeune. Donc vers, 10 ans, je me suis mis au skate, puis à la planche à voile
et après j'ai fait 7 ans de planche à voile en club, puisque j'habitais au bord de la mer, j'avais cette chance-là et voilà et j'ai fait de la compétition en planche à voile et j'ai gardé toujours cette fibre des sports de glisse et en parallèle, l'été avec ma famille, depuis toujours, on partait, 1 été sur 2 au moins, faire de la randonnée dans les Alpes et tous les hivers faire du ski. Donc, j'ai eu, aussi assez jeune un lien fort avec, la montagne alors qu'on habitait en Bretagne et qu'à chaque fois ça nous prenait, 12 heures de voiture pour aller jusqu'à la montagne. Mais, c'est un truc, une chance qu'on a eue incroyable de découvrir ces 2 univers et c'est ça aujourd'hui, qui m'anime incroyablement, c'est, la montagne, la mer, mais par le biais du sport et par le biais de beaucoup de sports parce que j'ai jamais été, vraiment très fixe dans mes choix sportifs. Est-ce que tu pratiques aussi la course à pied de façon assez régulière ou est-ce que tu l'as pratiqué plus jeune ou ça a été vraiment un des sports parmi tous ceux que tu as évoqués et c'était une place assez satellite ou en tout cas pas très présente dans ton quotidien et peut-être encore aujourd'hui? Oui, alors la course à pied, moi j'ai le parcours un peu classique, de j'aime pas ça, parce que je suis adolescent et courir, je comprends pas le concept. Et puis, pendant les études, je m'y suis mis doucement tout en rechignant un peu. Pour finalement, m'y mettre, bah, de plus en plus, notamment, voilà, quand on a un boulot, qu'on n'a pas forcément, toujours le temps, et les structures pour aller faire d'autres sports, bah, c'est assez pratique de prendre une paire de baskets et courir en bas de chez soi. Donc c'est un peu comme ça que je lui suis mis, plutôt sur le tard, je dirais et récemment, ces dernières années, j'en ai quand même, je cours quand même pas mal, mais c'est pas non plus, je suis pas non plus un obsédé de la course à pied et dans une addiction. Voilà, je dirais que je cours, 1 à 2 fois par semaine, mais pas très longtemps, peut-être, entre 30 et 45 minutes, voilà, le matin. À part récemment là où j'ai préparé donc, un défi en courant où je suis allé beaucoup plus courir, mais depuis par exemple le défi là, j'ai pas du tout couru. J'ai pas du tout couru parce que j'avais mal au genou et je laisse un peu mon corps se reposer. Bon là, ça fait 15 jours, je pense que j'ai bien envie d'aller recourir un peu. T'es mûr pour repartir. Voilà, mais non, c'est pas, ça a jamais été, j'ai jamais fait d'athlétisme à part à l'école, quand il fallait en faire, de manière, dans un club ou quoi. Moi, j'ai toujours eu besoin que le sport, ce soit un jeu, et que je me rende pas forcément compte de l'effort. Enfin, les sports centrés sur l'effort, ça a été long pour moi pour m'y mettre, voilà, de manière, on va dire, volontaire. Mais jusque-là, il fallait, bah, le skateboard, la planche à voile, le foot, tous ces sports, le rugby, bah, en fait, il y avait d'abord le jeu et en fait, l'effort physique venait avec. En marge de ces considérations sportives, tu as très vite développé un attrait pour le voyage, tu as commencé à nous en parler, puis tu as fait preuve d'un goût marqué pour l'aventure avec un certain nombre d'expériences à travers le monde sur la route de la soie en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premières expériences marquantes de ta vie, j'imagine, à l'adolescence ou au début de ta vie d'adulte? Qu'est-ce qui a été marquant pour toi à ce moment-là et tes premières saveurs d'aventure? Où est-ce que tu as été les chercher et dans quelle optique? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, comme tout ça, ça a commencé super tôt, super jeune. Comme je le disais, mes parents nous emmenaient en montagne, mais aussi donc ça, c'était un été sur 2, ils nous emmenaient en montagne, mais l'autre été, papa avait retapé un camion aménagé, du coup, on était 5 enfants, hein et il y avait, des lits partout dans le camion, enfin bref et on partait un mois chaque été, explorer l'Europe, mais même plus loin que l'Europe, on allait au Maroc, voilà, bon après en Grèce, en Écosse, en Irlande, en Laponie et donc on faisait de l'aventure comme ça pendant un mois, entassés dans ce camion et c'était juste incroyable. C'est des souvenirs de fou et donc entre ça et les aventures en bivouac, dans les Alpes ou les Pyrénées, bah, j'ai vraiment attrapé très jeune le virus du voyage. On a aussi, une année, on a construit un radeau. Donc papa a récupéré des planches et des chambres à air d'un vieux tracteur et on a descendu pendant une semaine en famille entassés sur ce radeau, les gorges du Tarn. Voilà, donc ça, c'est des choses franchement, j'avais 10 ans, Génial. c'était juste fou, quoi. On était au milieu de tous les gens qui étaient en T'avais tes kayak. brassards, j'espère? Non, non, mais je me souviens très bien d'être tombé dans un rapide et d'avoir un peu disparu sous l'eau, le temps de quelques secondes. C'était assez perturbant, mais ouais, Un peu ça l'angoisse pour toi et tes parents, ouais, j'imagine. ouais, mais bon, ça voilà, ça fait partie de l'aventure et donc tout ça était arrivé très jeune, donc en fait, j'ai eu cette obsession de perdurer cette fibre, de l'aventure rapidement
et c'est dès mes 17 ans, que j'ai commencé à faire des choses, même avant en faisant les échanges scolaires, en lycée, on faisait des échanges et moi j'ai multiplié les échanges, c'est-à-dire j'ai fait ceux de l'école, mais j'ai fait aussi en plus, je suis retourné voir les correspondants après. Puis après, vers mes 17 ans, il fallait, faire un petit boulot. Bah, au lieu d'aller faire un boulot ouvrier, au près de chez moi, bah, je suis parti, voilà, avec un billet à aller, en Écosse. J'ai tapé aux portes des seafood factory, des gens qui trient les crevettes là-bas. Et j'ai bossé là-bas alors que je parlais pas du tout anglais et je me retrouvais qu'avec des Polonais hyper imposants sur les chaînes de froid là. Mais bref, j'ai vraiment multiplié les initiatives et en fait, très rapidement, ça m'a amené à ces 2 expériences dont tu viens de parler. À savoir la première, c'était au milieu de mes études, donc je faisais une école d'ingénieur qui a quelque chose de vraiment particulier et extrêmement intéressant. Il s'avère que c'est une école jésuite qui sont assez portés sur le développement humain, c'est l'ICAM et en gros, à la moitié des études, ils te disent: «Bon, bah, tu prends 4 mois à 4 mois et demi pour toi et tu pars faire une expérience qui va te faire grandir humainement». Les seules règles qu'on t'impose et en fait encore on ne les impose pas vraiment parce que c'est des règles, ils vont pas vérifier, mais ils te recommandent de partir au moins à 200 kilomètres de chez toi, de t'auto-financer et d'être au moins pendant 2 mois sur les 4 et demi seul, enfin en tout cas sans amis ni famille proche. Et donc bah, moi j'avais à cette époque un peu l'appréhension du monde musulman parce qu'on avait beaucoup de choses dans les informations qui étaient anxiogènes par rapport à ça. Et je me suis dit: «Bon, bah, tout le monde part un peu, la mode, c'était un peu d'aller» alors à l'époque, c'était l'Inde, mais aussi pas mal l'Australie ou les États-Unis dans ma promotion. Et donc moi, je me suis dit: «Bah, j'ai envie d'aller découvrir différentes faces du monde musulman». Et je suis allé à Istanbul et j'ai passé 4 mois de manière la plus démunie possible avec juste un sac à dos, pas de téléphone, très peu d'argent, bah, jusqu'à la Chine, en fait, pendant 4 mois et demi en stop, en bus. Et voilà, j'ai suivi une route de la soie, à travers, la Turquie, l'Iran, puis le Pakistan, la Chine. Après, je suis passé au Kirghizistan, je suis allé au Tadjikistan, j'ai fait tous les stans presque, jusqu'en Afghanistan. Et là, j'ai passé du temps en Afghanistan. Alors c'était vraiment une période de guerre c'était l'un des mois les plus meurtriers pendant la guerre, à cette époque-là. Et après l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, enfin bref. Et ça a été assez incroyable parce que j'étais vraiment démuni, j'avais 20 ans et j'ai rencontré des gens juste, fous, des cultures, folles. Ça m'a marqué profondément à vie et et après ça, j'ai eu envie de repartir et l'été d'après, je suis allé, faire la même chose, le même concept, mais en Afrique de l'Est et rencontrer des tribus, notamment au sud-ouest de l'Éthiopie, dans la Lohomo Valley. Donc voilà, j'ai traversé l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, pareil Il en n'y a pas de pays stop, en stand en ou en Afrique, hein, c'est bus. ça? Ren non, non. Et c'était magique parce que je suis allé voir les tribus. Je suis allé marcher avec quelqu'un pendant plusieurs jours loin des routes, voir il y avait les Tourmis, les Dassanetch, donc c'est des tribus vraiment, très «primitives» entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Voilà, avec des plateaux dans la bouche, des fleurs, des lances, qui vivent presque nus dans des huttes. Et voilà, moi ça m'a fait vibrer de manière incroyable et en fait, je savais que j'avais cette fibre de l'aventure. Je lisais du Joseph Kessel, des livres sur le commandant Ahmad Shah Massoud en Afghanistan, mais du Tesson, voilà, du Nicolas Bouvier, tous ces gens-là. Et j'avais ma fibre, quoi. C'était évident, mais bon, après, ça pouvait pas me faire trop vivre tout ça, donc je suis allé travailler dans les médias et le digital. Mais j'ai continué à toujours, même dans mes différentes expériences professionnelles, mon obsession, c'était de partir à l'étranger, c'était d'explorer le monde et d'autres cultures. Donc voilà, ça a été ça mes débuts, dans l'aventure qui récemment s'est transformée plutôt en aventure, sportive parce que j'ai aussi cette fibre, du sport. Il y a donc cette idée d'aventure qui est assez centrale dans ta vie, tu nous l'as raconté, mais en parallèle, il y a aussi la dimension environnement. À quel moment est-ce que tu as senti se manifester en toi ce désir d'engagement? Est-ce que ça a toujours été ancré en toi, du fait de l'éveil que tu as eu à la nature dès tes plus jeunes années? Ou est-ce que tu as le souvenir d'un événement déclencheur, d'une bascule, ou à un moment tu t'es dit qu'il fallait que tu franchisses un cran peut-être dans ton engagement? Alors, non, c'est pas quelque chose que j'ai toujours eu en moi, malheureusement. J'ai été passionné d'aventure, mais j'avais pas du tout cette conscience, environnementale. C'est quelque chose qui est arrivé assez tard, ça arrivé quand j'étais à San Francisco. Donc j'ai
je me suis expatrié, j'ai eu cette chance, à San Francisco entre 2015 et fin 2016 et là-bas, alors c'est une ville, qui est un peu paradoxale parce que c'est une ville, très portée sur la high-tech avec, la Silicon Valley, avec l'hypercroissance et en même temps qui a des racines un peu hippie, un côté très, organic food, ce genre de choses et ça m'avait pas mal intéressé cet autre aspect de San Francisco. Puis c'est aussi un moment où j'ai, regardé le film Demain, j'ai lu des données sur la pollution plastique dans les océans et comme à San Francisco, je passais quand même beaucoup de temps à faire du surf ou du kitesurf, ce genre de choses et que j'ai toujours aimé ça. Ça m'a pas mal touché en me disant: «Mais c'est quand même, un problème, quoi», parce que je suis passionné de sport en pleine nature et la nature, elle a pas l'air d'aller si bien. Je me rendais compte au fur et à mesure un peu de petits points de prise de conscience. J'ai pas eu un électrochoc, mais plein de petits points comme ça entre cette contre-culture là-bas, ces données. Et en fait, à force de réfléchir sur le sujet, j'arrivais à la fin de mon c'était un VIE à San Francisco, donc un volontariat en entreprise à l'étranger. Et je suis rentré en France, en décembre, 2016 et là, j'ai vraiment commencé à chercher, je me suis dit: «En fait, je crois que je veux plus travailler dans le digital, je veux creuser ce truc que je ressens en moi sur, la protection de l'environnement et sur l'aventure notamment». Voilà et en fait, j'ai toujours été aussi un peu animé, passionné de projets à la Mycorn, des gens comme ça qui font des tours du monde, ce genre de choses et donc de fil en aiguille, en tirant, ce qui m'intéressait le plus, à savoir la protection des océans et l'aventure, je suis tombé sur, ce projet Plastic Odyssey que lançaient tout juste 2 officiers de marine marchande, Simon et Alexandre. On a pas mal discuté, ça m'a plu, ils avaient besoin d'aide et du coup, j'ai rejoint l'aventure. Puis, Bob aussi a rejoint l'aventure et on s'est associés à 4 et c'est comme ça que j'en suis arrivé très rapidement, d'une prise de conscience assez récente, à m'engager pleinement dans un projet, voilà, à me lancer dans cette, odyssée avec cette idée, Plastic Odyssey, c'est une expédition autour du monde sur un navire qui part d'ailleurs cet été, ou non, en novembre, mi-novembre, pardon, pendant 3 ans le long des côtes les plus polluées pour déployer des solutions, ce qu'on dit open source et low tech, donc libre de brevets et basse technologie, donc pas trop complexe, pour aller réduire et surtout recycler les déchets plastiques, voilà, dans ces pays-là. Et donc cette aventure, ça a été mon point d'entrée, mais qui a été, très important puisque, ça a été tout de suite un projet professionnel. Dans cette prise de conscience écologique et ce mélange avec l'aventure, mais c'était pas une aventure sportive pour le coup. Ça, c'est venu après quand j'ai décidé de quitter Plastic Odyssey et de lancer mon propre projet. Et justement, ça fait lien avec ma question suivante, qui est ton projet Expédition Zéro. C'est le projet dans lequel va s'inscrire la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Comment il est né et puis quelle date tu inscrirais sur son faire-part de naissance? Alors il est né pendant un voyage en Colombie, donc après avoir quitté Plastic Odyssey, j'ai fait un peu de conseil, donc ça c'était fin septembre 2019. Puis j'avais un peu besoin de respirer, de prendre du recul, donc avec ma copine, on est parti 1 mois et demi en Colombie début 2020 et j'ai commencé à me dire que je voulais vraiment faire de l'aventure à mon échelle, plutôt sportive parce que je savais pas trop, quel autre type d'aventure faire. En tout cas, je voulais pas faire quelque chose de trop technologique, vu que je suis assez peu convaincu de la solution technologique à tous nos problèmes. Je pense que cette approche est à ses limites et ça s'est vraiment matérialisé pendant le premier confinement l'année dernière. Donc on s'est retrouvés, voilà, comme tout le monde, isolés, confinés. Moi, j'étais en Bretagne, on a passé 2 mois, j'ai eu la chance, on était à la maison de vacances de mes parents là-bas, en pleine campagne. Il y avait mon vieux vélo que j'avais ramené à l'époque de San Francisco qui était en pas très bon état et je me suis dit: «Voilà, une fois que tout ça sera fini, qu'on pourra enfin circuler, j'ai envie de prendre ce vélo et partir à l'aventure un peu avec» et pourquoi en fait, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde finalement pour faire une aventure. Je peux partir dès maintenant d'ici avec ce vélo et en fait, en voyant ce vélo pas en très bon état, je me suis dit: «Je vais aller le retaper» mais plutôt que d'acheter du matériel neuf pour le retaper, chez Decathlon, et j'avais entendu parler d'un atelier pas loin de chez moi, qui était un atelier solidaire où on peut reconstruire, retaper un vélo avec du seconde main. Je me suis dit: «Je vais faire ça seconde main et je vais essayer d'appliquer cette logique de 0 matériel neuf à mon projet». Puis je suis parti en fait avec ce vélo et pendant les voyages, je me suis dit: je vais essayer de pas
de produire de déchets pendant cette première aventure. Donc j'ai eu cette idée de 0 déchet et enfin, comme je suis parti à vélo de chez moi, je me suis dit: «Ce serait pas mal de réfléchir à l'impact carbone dans mes prochains voyages», puisqu'il y a aussi toute cette logique du monde de demain qui a émergé aussi pas mal dans les réflexions et les discours pendant le premier confinement, pendant cette période de pandémie. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à me dire: «Bah, je vais me lancer dans un petit projet très humble, ce que je vais appeler Expédition Zéro», donc des aventures sportives itinérantes pour lesquelles je respecte 3 zéros autant que possible: 0 impact carbone, 0 déchet et 0 matériel neuf. Donc c'est comme ça que ça s'est matérialisé autour de ce vélo, et pendant ce confinement avec une volonté, en fait, d'utiliser, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, à savoir, du sport et de l'aventure, pour parler de ce qui m'anime, de plus en plus profondément, la protection de l'environnement. Tout ça en commençant par moi, de manière amusante, positive, simple et accessible, pour tout simplement donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, moi, c'est dans ma vie ce qui m'a toujours inspiré et animé, ce sont les aventuriers, donc les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Je me suis dit: peut-être que à une échelle beaucoup plus humble, en faisant de l'aventure, moi aussi, je vais embarquer des gens dans mon utopie, dans ce que je rêve être le monde de demain, à savoir un monde plus sobre, plus simple, qui est respectueux de son environnement avant tout et dont c'est le critère numéro un de réussite, et voilà, non plus, ce qu'on connaît comme la réussite aujourd'hui dans notre société. Oui, et puis la performance, c'est absolument pas un sujet en fait. C'est plutôt même à l'opposé exact du sens de ta démarche. Il n'y a pas de performance sportive, c'est pas la vocation de ce que tu as entrepris. Tu nous as parlé en plus de tes premiers pas dans le cadre de cette expédition zéro qui était une aventure à vélo, mais tu as ensuite continué à pied avec un long périple dans les Alpes, en paddle. Tu as multiplié un peu les initiatives, mais la performance n'est pas le cœur du sujet. Alors effectivement, la performance, c'est pas, pour moi, il faut qu'on s'en détache. Moi, j'ai pas de montre ou de choses comme ça, parce que la performance, c'est un peu le reflet, selon moi, des maux de notre société actuelle. On veut toujours aller plus, plus loin, plus fort, plus compliqué, plus technique, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans notre société. On veut plus technologique, enfin voilà, plus consumériste, quoi que ce soit. Donc moi, j'aime bien avoir ce luxe du temps, de pas forcément surperformer. Mais ce qui est intéressant au cours du processus de mon projet Expédition Zéro, et on pourra revenir dessus, c'est qu'au fil de mes aventures, quelque chose se réveille en moi et qui a une vraie composante à comprendre et à prendre en compte dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de pourquoi l'homme en est arrivé là. C'est mon ego, tout simplement, qui s'est réveillé en moi. Et en fait, il s'avère que malgré tout, notamment sur ma dernière expédition, j'ai été quand même chercher de la performance. J'avais besoin et envie de me prouver à moi-même, que je pouvais, là, j'ai fait un dernier défi en courant et c'est de celui-là dont on va parler plus longuement, à travers, voilà, sur le chemin de Stevenson à travers les Cévennes. Et là, j'ai eu besoin d'aller chercher la performance, de me prouver que je pouvais parcourir X kilomètres par jour, hem et j'avais ces espèces d'objectifs de faire un temps, même sans avoir de montre ou quoi que ce soit, sur ce parcours. Alors que jusque-là, j'essayais de m'en défendre, mais je vois que c'est quand même assez, ancré dans l'humain et peut-être plus dans les, je sais pas si c'est plus masculin ou pas, je sais pas, je pense pas, mais bon, on le voit pas mal, chez les hommes d'avoir, cette espèce de concours de qui va être le plus performant, et il y a un peu de ça quand même. Donc en fait, je le vois plus finalement Expédition Zéro comme un équilibre entre le luxe du temps, mais quand même un peu d'ego et de performance. Et je pense que la solution à tous nos problèmes, malheureusement, je sais pas si on pourra l'atteindre, c'est vraiment une histoire de modération. C'est pas d'être extrême, genre totalement anti-performance ou totalement à fond performance, mais d'être dans l'équilibre, la modération, le luxe du temps, mais en même temps pas totalement dans l'immobilisme. Voilà, et c'est un peu ça que je retrouve dans ce qui m'anime en moi dans mes défis. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette évolution que j'ai pu vivre en 1 an avec ce projet. Merci beaucoup pour cette présentation, Benjamin. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il? Alors, je pensais à Kirikou, parce que je trouve que Kirikou, alors je le connais pas très bien, mais Kirikou, il fait un peu partie de notre vie malgré tout. C'est ce petit enfant africain, voilà, qui vit dans un village et qui a la particularité d'être vraiment minuscule. Il est toujours tout nu et il est très rapide.
Et en fait, Kirikou, voilà, c'est quelqu'un de très bon, qui est, très intelligent et moi, ce qui me plaît, c'est ce côté de prime abord, c'est quelqu'un de faible et fragile, mais en fait, il est hyper résilient, il est malin, alors ce serait pas très je sais pas si c'est très cool de faire un parallèle avec, je sais pas s'il apprécierait que je fasse ce parallèle-là, N'Golo Kanté, parce que l'Euro arrive bientôt, mais c'est sûr que ce genre de personnage, ce genre de personnalité, de gens qui sont très endurants, très résilients, mais en même temps très humbles, sobres, en fait, bah, moi, ça m'attire parce que il y a un côté empathique, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment ce genre de profil-là qui font que notre espèce, elle pourrait être, pérenne et et beaucoup plus, intégrée dans la nature telle qu'on la connaît. Parce que c'est voilà, c'est ça pour moi, c'est vraiment cette image de la résilience, de la sobriété, tout en pouvant tenir dans le temps, tout en étant bon, tout en vivant bien. Et j'aime bien cette approche, cette humilité, cette fragilité de prime abord, mais finalement cette solidité dans le temps. Et ça qui me plaît beaucoup parce que c'est ça dont on a besoin pour qu'on ne détruise pas tout dans les prochaines années, pour que notre espèce puisse perdurer, pour que les espèces qui cohabitent avec la nôtre puissent perdurer. Et voilà, c'est des gens comme ça dont on a besoin, c'est des David, c'est pas des Goliath, quoi. Donc voilà un peu pourquoi j'aime Kirikou, qui en plus, j'aime bien son petit prénom, c'est drôle. Si tu étais un animal, lequel serais-tu, Benjamin? Alors moi, bon, c'est pas très original, mais j'aime beaucoup les chamois. Je vibre dès que je vois des chamois. Quand j'étais petit, vraiment ma passion, dès qu'on allait en montagne, et j'étais assez fort pour ça, c'était d'aller repérer les chamois. Donc je voyais toujours les animaux et j'étais un peu vexé quand c'était pas moi qui les voyais en premier d'ailleurs. Mais ouais, j'étais passionné des chamois. Et T'avais ton doudou chamois ou pas? je sais pas si j'avais un doudou chamois, j'avais eu je me souviens très bien qu'on m'avait dans un séjour l'été, on avait acheté une peluche chamois, mais je sais pas si j'en ai fait un doudou. Mais non, ouais, les chamois, ça me fascine, j'adore leur agilité dans la montagne. C'est encore une fois, ils sont pas en haut de la chaîne alimentaire, parce qu'il y a du loup, il y a des aigles, voilà, donc ça me plaît aussi qu'ils soient pas les plus puissants, qu'il y ait de la fragilité, mais ils sont super agiles, ils sont beaux, ils sont juste magnifiques. Ils vivent dans des environnements rudes, mais ils savent s'adapter. Voilà, c'est vraiment un animal qui me plaît beaucoup, que je respecte énormément et que j'ai un plaisir fou à observer, lorsque je suis dans la montagne. Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire en particulier? Alors il y en a peut-être 2, mais pas pour les mêmes raisons. D'un côté, il y a Robinèche, parce que moi j'aime bien, l'univers de la glisse, j'ai fait beaucoup de planche à voile, puis de kitesurf. Donc bref, en tout cas, ce que j'aime bien chez Robinèche, c'est sa longévité. Encore une fois, c'est un sportif dont j'entends parler depuis que je suis môme, qui m'a toujours inspiré dans mes magazines de planche à voile, puis des magazines de kite ou quoi, et qui est toujours là, je sais pas combien d'années après. C'est un rock, il est assez solide, il fait beaucoup de sport et à chaque fois, c'est un touche-à-tout comme moi. Il n'est pas concentré sur une seule activité, mais il touche vraiment à beaucoup de sports, alors tous les sports de glisse et dans la mer notamment. Et il a su construire pas mal de choses autour de ça, donc ça me plaît, et pour ça, il m'a toujours un peu fasciné, Robinèche. C'est vraiment ce que j'appelle une légende vivante. Pour autant, voilà, c'est un Américain, moi j'ai habité aux États-Unis, avec un peu tout ce que le paradoxe de l'Américain, avec son énorme pick-up, qui parcourt le monde, voilà, il a un rapport, je sais pas quel est son rapport à la protection de l'environnement, mais de temps en temps, il renvoie un peu cette image très consommateur, consumériste. Voilà, donc ça c'est plus un peu un biais actuel qui fait que je l'aime toujours et je suis toujours fan de lui, mais il y a un peu cette dimension écolo qui est rentrée Quelques voilà, réserves, qui est ouais. rentrée dans mon analyse des choses, comme avec un Mike Horn que j'ai eu la chance de rencontrer et de dîner avec lui et qui m'a beaucoup inspiré, mais aussi j'ai quelques réserves aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a Xavier Thévenard. Alors moi, je suis pas un grand trailer ou quoi, mais voilà, encore une fois, son profil un peu plus fragile, agile, me plaît, et son positionnement récent et je pense assez profond sur la protection de l'environnement, sur l'avion. Alors moi, je suis pas non plus dans la privation, je suis pas contre le fait qu'on prenne peut-être de temps en temps dans sa vie l'avion, mais en fait, j'aime bien l'idée qu'on réfléchisse et qu'on fasse
tout de manière modérée. Lui, je crois qu'il est un peu plus extrême, il veut plus prendre l'avion, ou je sais pas exactement, mais en tout cas, il se pose ces questions-là et il ose, aller être un peu, être pionnier ou presque. Il y a aussi Kylian Jornet qui s'est positionné sur ces sujets-là, mais voilà, de se dire ok, moi je suis un athlète, j'ai une image, et il faudrait que je l'utilise quand même pour des causes, et quitte à me priver sur des choses, quitte à que ce soit limitant, notamment sur les voyages, etc. Et ça me plaît bien, voilà, parce que c'est un athlète qui est hyper performant, mais qui paraît fragile. Bon, souvent les trailers, ils sont assez fins et plutôt, voilà, longiformes. Et j'aime bien ce côté-là. Tout ce que je ne suis pas. Et pourtant, j'adore le trail. Ok. Et ouais, effectivement, il y a ce côté fragile, mais hyper résilient, parce que c'est dans la durée, c'est de la performance dans le temps. Le trail qui me plaît bien. Voilà. Donc, je dirais Robin Esch et Xavier Thénard pour conclure ma grande explication. Donc, ton dîner rêvé, c'est d'être assis à leur table tous les deux. Ouais, ce serait. Et sans Mike Horn. Non, Mike Horn, je l'aime bien, mais bon, il a un rapport très business à l'écologie, plus opportuniste qu'autre chose, je pense. Mais bon, voilà, il a besoin de vivre, il a besoin de sponsors, etc. Mais de temps en temps, il pervertit un peu son image, et c'est compréhensible, parce que c'est tentant. Hein. Moi, je fais un peu face à ça aujourd'hui, à une échelle beaucoup plus humble. Mais de temps en temps, tu leur en veux, les gens, d'avoir fait ça. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Benjamin, de t'être prêté au jeu de la basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course épique, le chemin de Stevenson. Cette course épique, elle plante son décor sur le chemin de Stevenson, le nom donné au chemin de grande randonnée numéro 70, le GR70 donc, qui traverse les Cévennes. Ce chemin fait ainsi référence au parcours effectué à l'automne 1878 par l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson en compagnie d'une ânesse portant le nom de Modestine. En 1878, Stevenson a 28 ans et rêve d'embrasser la carrière d'écrivain. S'il a déjà publié quelques nouvelles et un récit de voyage, ses écrits demeurent assez confidentiels et sont bien loin de toucher le grand public comme le fera son premier succès populaire, L'île au trésor, 5 ans plus tard. Sa vie personnelle, elle est plutôt compliquée, il est issu d'un milieu aisé, il est financièrement dépendant de son père qui voit d'un très mauvais œil sa vie de bohème ainsi que ses ambitions littéraires, et côté cœur, il fréquente Fanny Osborne, une femme qui est mariée mais séparée de son mari, précise la littérature que j'ai pu lire sur le sujet, donc elle n'a pas fauté. Lorsqu'en août 78, cette dernière repart vivre en Californie, Stevenson sombre dans la déprime. Et pour se changer les idées, il décide alors de partir en voyage dans le sud de la France et finit par s'installer au Monastier en Haute-Loire, dans une petite pension où il réside plusieurs semaines, multipliant promenades et petites excursions dans les environs. C'est à la mi-septembre qu'il conçoit le projet de traverser à pied les Cévennes. Le parcours entrepris par Stevenson relie alors Monastier sur Gazeille à Saint-Jean-du-Gard, 220 km plus loin, un périple qui leur a mis 12 jours à réaliser. Stevenson publiera 1 an plus tard Voyage avec un âne dans les Cévennes, le récit de cette randonnée dans le pays des Camisards. Pour la petite histoire, ce chemin de Stevenson, je pense que tu le sais, mais c'est également le cadre du film Antoinette dans les Cévennes qui est sorti en 2020, dont l'actrice principale est Laure Calamy, que vous avez peut-être vu dans la série 10%, et qui est accompagnée pour l'occasion par un âne qui s'appelle Patrick. Et voilà, ce film, c'est une ode à la lecture, au temps qui passe lentement, aux vraies rencontres, à la bienveillance, et il trouve un écho dans cette période que nous venons de traverser avec ces moments de solitude, d'envie de nature et d'évasion, et de besoin de contact humain, ce besoin de connexion qu'on a quand même tous beaucoup ressenti et dont on a été beaucoup privés ces derniers temps. Voilà pour l'introduction de ta course. On va maintenant plus précisément s'intéresser à la question qui pique de course épique. Donc c'est une question très gentiment piège que j'ai le plaisir de poser à chacun de mes invités. Ma question qui pique pour toi, Benjamin, elle concerne l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, qui est l'une des œuvres majeures de Stevenson, dont on va un peu parler aujourd'hui, et qui lui a valu un incroyable succès populaire. Comme tu le sais, dans ce roman, le Dr Jekyll est soucieux de comprendre la complexité de son caractère. Il mène des expériences qui le conduisent à créer son double, étrange et bientôt criminel, Mr Hyde. Le docteur plein d'humanité a nourri en son sein un être qui n'a quasiment plus de ressemblance avec lui-même et qui va finalement le conduire à sa perte. Donc ce roman, il est devenu une référence dans la culture mondiale comme allégorie de la double personnalité tiraillée entre le bien et le mal de chaque être humain. Cette histoire, il l'a écrite initialement en 3 jours et elle aurait été inspirée à Stevenson par un cauchemar et une nuit un peu agitée qu'il aurait eu et qui a donné donc vie à ce projet, à ce livre. Ma question pour toi, Benjamin, est-ce que tu saurais me dire pourquoi ce livre a failli ne jamais voir le jour ? C'est très difficile. Ah ouais. C'est très difficile, mais il n'y a pas d'enjeu sur trouver la bonne réponse ou pas. Ah oui, non, là, c'est la question, elle pique ta question. Elle pique fort, ouais, oui. Mais elle n'est pas mal intentionnée du tout. Ok. Waouh. Et ben écoute, honnêtement, à part deviner de manière dans l'intuition, j'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée.
Eh bien, écoute, la raison pour laquelle ce livre n'a failli jamais voir le jour, c'est donc Fanny Osborne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a considéré que le premier manuscrit qu'il avait écrit en 3 jours était un cahier de rempli de parfaites sottises. Donc, elle a expliqué ça à Stevenson, qui a été très vexé parce qu'elle a pu lui raconter, qui a décidé de brûler le manuscrit à la suite de ce verdict que sa femme bien-aimée lui a soumis. Et donc voilà, il a foutu ce premier manuscrit au feu. Heureusement pour lui et donc pour tous ceux qui ont eu le plaisir de lire cet ouvrage, il est revenu un peu après sur sa décision. Et il a finalement décidé de le réécrire de zéro après ce premier affront. Et il l'a fait là à nouveau de façon très rapide. Il a mis un peu plus de temps, mais il a mis 6 semaines. Et donc il a pu republier, enfin en tout cas réécrire ce roman qui a été publié et qui a connu un immense succès populaire, qui est encore le cas aujourd'hui. Voilà pour cette question littérature un peu corsée, je l'avoue. Mais voilà, c'était pour rendre hommage à Stevenson et au chemin que tu as parcouru et qui va nous intéresser plus particulièrement dans la suite de cet épisode. Allez, on tourne la page et on se lance avec toi dans cette course épique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est né ce projet plus spécifique de parcourir le chemin de Stevenson et comment tu en avais entendu parler ? Alors, comment est né ce projet? J'avais envie, donc l'année dernière, j'ai réalisé 3 expéditions zéro. Donc une en vélo entre Bretagne et Normandie, une à pied à travers les Alpes du lac Léman à Menton, une en paddle le long du canal du Midi. J'en ai fait quelques-unes, mais pas encore une vraie, l'hiver un peu en ski poulka, donc un ski avec une luge et en raquette. Et j'avais très envie de faire quelque chose en courant parce qu'effectivement, comme je le dis, je cours quand même régulièrement. Et le trail est un sport que je pratique depuis peu, mais qui me plaît beaucoup parce que j'ai la chance d'habiter à Marseille et je cours un peu dans les calanques. Donc voilà, j'avais une envie de faire quelque chose en courant, tout simplement, hein, pas plus que ça. D'appliquer mes 3 zéros à un voyage en courant. Et surtout, je trouvais ça intéressant de faire un voyage en courant en autonomie de couchage, quoi, donc à savoir en bivouac, parce que courir avec tout son barda pour dormir dans le dos, c'est un autre défi, et non pas de reposer sur voilà, des logements sur le parcours. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de me lancer dans un défi, et ça fait quand même pas mal de temps que ma conjointe me parle de chemin de Stevenson parce que ça l'attire beaucoup. Donc j'ai fini par m'y intéresser également. Les Cévennes, voilà, les Cévennes, ça me fait rêver. Je connais pas du tout ce coin-là. Alors, je viens de Bretagne, j'habite à Marseille depuis 2 ans et demi, mais je connais pas très bien cette partie-là de la France. Et donc entre ce mythe de Stevenson et les montagnes des Cévennes que j'avais très envie de découvrir, et j'ai un peu piqué l'idée de Louise de faire ce chemin. Je m'en excuse d'ailleurs parce que je pense que ça aurait été sympa de le faire ensemble, mais il s'avère que à ce moment, enfin ça correspondait pas mal pour une expédition zéro. Et donc voilà, je me suis positionné sur ce parcours chargé d'histoire, avec une belle histoire qui s'avère être pas mal à la mode en ce moment. Bon, ça je sais pas si c'est bien ou un peu dommage parce que je crois que ça va être très très fréquenté cette année, hein, avec notamment le succès d'Antoinette dans les Cévennes. Et il y a eu aussi un reportage, je crois, sur Arte sur les Cévennes qui ont fait que cette année il va y avoir beaucoup de monde sur le chemin. Mais tout ça pas plus que n'importe qui, hein, m'a donné envie de faire ce voyage comme ça. Et je trouvais que la distance était parfaite. Alors moi j'ai mesuré, c'est 278 kilomètres que j'ai mesuré, à peu près 6950 mètres de dénivelé, enfin ce que j'ai fait en gros. Et voilà, je trouvais que c'était une belle distance. Ça me prenait, si je le faisais, on disait 12 jours en randonnée, mais en courant, voilà, j'espérais faire moitié de ça. Et du coup, ça correspondait au timing que j'avais, parce que même si je prône le luxe du temps, malheureusement, il faut que je vive à côté de Expédition Zéro, que je développe des services et que j'ai un modèle économique à côté de tout ça pour pouvoir continuer mon projet. Et du coup, ça me prend pas mal de temps, donc mon temps libre pour mes expés est un peu rétréci. Donc là, ça correspondait bien. Pour la saison, c'était parfait parce que le mois de mai, c'est un bon mois pour faire ce chemin. Et voilà, donc c'est tout ça qui m'a amené à parcourir ce chemin de Stevenson dans un coin magnifique. Combien de temps ça prend de mettre en place une telle expédition ? C'est quoi les grandes phases de la préparation ? Est-ce que tu dirais que c'est assez simple à orchestrer et qu'il n'y a pas d'éléments logistiques et organisationnels trop lourds dans une expédition zéro comme celle-là ? Alors, pour moi, ça s'est fait de manière assez fluide, mais je pense aussi c'est grâce au fait que j'avais déjà fait plusieurs expéditions zéro avant, parce que je commence à avoir des automatismes et à avoir du matériel aussi, tout
simplement. Donc je sais pas, je pense qu'il faut, alors sur le plan du matériel, il faut, s'y prendre un petit peu à l'avance parce que là, si on veut courir et être en bivouac, bah, il faut être assez léger, donc ça nécessite un petit sac à dos. Moi, j'ai un sac à dos de 17 litres, bah, qui tienne bien au dos, vraiment du matériel léger de camping. Donc moi, j'ai un petit duvet confort 4 degrés de 300 grammes, un matelas gonflable ultra léger, j'ai un tarp, donc c'est pas une tente, c'est encore plus léger, donc c'est juste une bâche qu'on tient avec ses piquets de marche ou ses bâtons de trail. Donc tout ça, bah, il faut s'équiper en amont et soit on a ça chez soi, tant mieux, soit on n'a pas ça chez soi. Il faut aussi des bonnes chaussures de trail, une frontale, une batterie externe pour le téléphone, parce que moi j'en avais besoin, enfin quelques petites choses comme ça. Donc le temps de s'équiper, bah, c'est pas mal de s'y prendre quelques semaines avant, si on n'a pas encore le matériel. Concernant l'entraînement, la préparation physique, bah, moi j'ai couru, j'ai pas fait quelque chose de très intensif. Je courais, 1 à 2 fois par semaine et dans le dernier mois avant de partir, j'ai d'une part arrêté de boire, tout type d'alcool. Donc je bois pas non plus beaucoup, mais là j'ai plus bu de bière ni quoi que ce soit. J'ai été courir pas mal, on va dire 3 semaines avant, j'ai fait une semaine assez intensive où j'ai couru presque tous les jours, une dizaine de kilomètres. J'ai jamais couru plus de 15 kilomètres avant de partir. D'ailleurs, dans ma vie, pour que les gens réalisent que je suis pas du tout un sportif de haut niveau, avant ça, j'avais jamais couru plus de 21 kilomètres à la suite. Donc j'avais jamais OK. fait de marathon, ni de trail, ni quoi que ce soit. Et hem et pour autant, voilà, je me suis pas trop mal débrouillé. Donc non, je courais comme ça, mais je me suis fait mal au genou, en fait, 3 semaines avant en courant, en voulant tout de suite courir trop dès le premier jour, à peu près, ouais, presque un mois avant, j'ai fait 15 kilomètres et je me suis fait mal au genou et ça m'a suivi tout le long de ma préparation et pendant le trip. Donc moi, j'invite les gens à vraiment y aller en douceur au début, 5, 10, 15, enfin après je connais souvent les gens qui se lancent là-dedans, ils courent déjà, donc ça dépend de où on en est avant ça. Mais nous, on était un peu dans une phase, on était en plein confinement, 3e confinement, donc courir, je le faisais pas non plus beaucoup et très longtemps. Donc voilà, moi je me suis préparé, on va dire vraiment j'ai couru un peu plus intensément pendant 1 mois. J'ai fait aussi un truc qui est pas mal, alors je suis pas là pour faire de la pub pour un produit, mais il s'avère que ça a été assez efficace. Quand j'étais dans les Alpes, j'avais mal aux pieds, j'avais un peu des problèmes, voilà, des petites douleurs et des randonneurs m'avaient donné une crème qui s'appelle NOK, alors c'est probablement connu, hein. Moi je connaissais pas, Mmh mh. NOK, et j'ai appliqué cette crème pendant 15 jours sur mes pieds, tous les jours avant de partir et j'ai eu 0 ampoule, quoi. Genre, mes pieds étaient nickel, tout s'est super bien passé. Ça a assoupli, en fait, je crois, mes pieds. Donc voilà. Cet épisode de Course épique vous est proposé par marque Noc. C'est Ceci est un mensonge, ce n'est pas vrai. Ouais, c'est clair. C'est ta petite recette perso Voilà, miracle ouais, pour les c'est pieds. clair que je fais une belle pub. Mais bon, après, voilà. Non, en vrai, Non, mais c'est très efficace effectivement. non, c'est vraiment bien. Donc j'ai fait ça dans ma préparation. Donc voilà. Donc voilà à peu près, comment je me suis préparé. Pas plus que ça. J'ai pas fait énormément de dénivelé avant de partir, un peu quand même à Marseille, mais non, c'était pas plus que ça. Voilà. Et sur la partie au-delà du matériel, sur la partie, autonomie, sur, la façon de te nourrir sur le chemin, enfin, c'est quoi l'idée? C'est que tu emmenais un petit stock minimal pour pouvoir être autonome en cas de coup dur pendant, une journée ou un peu plus et ouais et le reste, tu penses, trouver au fil de l'eau et de ton parcours des endroits où tu peux te ravitailler? Voilà, exactement. Donc je suis pas en autonomie complète, hein. De toute façon, courir, 6 jours en autonomie complète, je vois pas trop comment c'est possible de tout porter, à moins que ce soit que du lyophilisé et qu'on mange pas grand-chose. Mais non, non, moi c'est ça, en fait, je pars avec des sacs en tissu de vrac, que j'ai achetés, au début des Alpes dans ma traversée. Donc c'est des petits sacs et j'arrive, bah, au départ, là c'était au Puy-en-Velay. Je suis allé tout de suite dans le magasin, bio du coin qui a du vrac. J'ai pris, tout ce qui me va de graines. En amont, je m'étais fait faire, pardon, des, des barres de céréales maison. Donc ça, j'ai trouvé les recettes, pareil, je vais faire un peu de pub. J'ai trouvé les recettes sur le site de Decathlon. Ils ont deux recettes de barres de céréales maison, je les ai faites et c'est vraiment bon. Donc en fait, ça me permet de faire des barres de céréales en vrac parce que j'ai tout acheté les ingrédients en vrac, donc pour aller plus loin dans ma démarche zéro déchet. Et voilà, donc j'avais mes barres de céréales, j'ai fait quelques courses au Puy-en-Velay, du fromage, du pain, un peu de saucisson, hem,
voilà, des graines, ce genre de choses, du chocolat. Donc ça, c'est pas souvent 0 déchet, mais c'est un peu mon péché mignon. Et à chaque village, en fait, je me ravitaille un peu. Dans les boulangeries, je commande en demandant pas d'emballage. Du coup, je prends un petit croissant, du pain, de temps en temps même, je prends une petite pâtisserie. Dans les restaurants, ça m'arrive de m'arrêter. Je prends, alors pas trop de, ouais, voilà, des frites, des plats, des choses comme ça, mais toujours en demandant, voilà, pas de set de table, pas de serviette. Alors c'est du 0 déchet direct. Ça veut dire qu'en amont, je sais pas exactement ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais l'idée, c'est que moi-même, en direct, je crée pas trop de déchets. Est-ce que tu as en tête de ramasser des déchets, de nettoyer les kilomètres tout au long de ton parcours? Oui, je l'ai fait, sur ce défi, je l'ai fait sur le canal du Midi aussi, je l'avais pas trop fait sur les autres. Mais oui, là, je l'ai fait. En gros, comment je le fais, mais de manière, encore une fois, imparfaite, hein. C'est-à-dire que je ramasse pas du tout tous les déchets. Il y a des trucs qui sont quand même compliqués à ramasser, hem et qui sont lourds ou quoi, et on sait pas trop où est la prochaine poubelle. Non, c'est je m'étais fixé au moins de ramasser ce qu'on retrouve quand même beaucoup sur les sentiers. Pour moi, les 2 déchets qu'on retrouve le plus, alors depuis cette année, on retrouve les masques, malheureusement, mais l'autre déchet qu'on retrouve beaucoup, c'est les bouts de barres de céréales. Donc il y a souvent, le sachet principal de la barre de céréales, et les gens, quand ils ouvrent une barre de céréales en marchant en courant, ils enlèvent un petit bout, là, en haut à droite, on va dire, et ce petit bout, on le retrouve dans beaucoup de chantiers. Donc je m'étais dit: «Je vais ramasser les mouchoirs», parce qu'on retrouve beaucoup de mouchoirs, les barres de céréales et les masques. Ça va être principalement ça, et s'il y a d'autres choses, et que je peux les porter, tant mieux. Donc oui, j'ai ce réflexe de ramasser les déchets. Et comment j'ai pas de sac avec moi parce que j'essaie d'être léger. Par contre, j'ai, en fait, au-delà du sac à dos de 17 litres, en plus, j'avais une ceinture de trail, ou je sais pas, il y a peut-être un autre terme, mais cette petite ceinture qu'on a autour de la taille où on met ses gourdes. Et en fait, la mienne, elle a 2 endroits pour les gourdes, et sur le côté, elle a 2 endroits aussi vides. Et je glissais mes déchets dans ces endroits-là, que je vidais à chaque fois que je trouvais une poubelle. Donc c'était mon petit geste écolo sur le chemin, de ramasser un peu les déchets, tout en le faisant de manière imparfaite, parce que j'ai aussi envie d'avancer et que je peux pas tout ramasser, sinon j'en aurais pas pour 6 jours, mais pour beaucoup plus. Est-ce que tu as planifié ton parcours à la lettre ou est-ce que tu cherches avant tout à cultiver une part d'imprévu sur ces expéditions? Est-ce que tu te laisses un peu le champ libre à flâner? Enfin, de toute façon, rien ne se passe jamais comme prévu, j'imagine. Mais est-ce que toi, tu as besoin de structurer en amont et d'avoir une lisibilité très précise sur ce que va être ce chemin et ses différentes étapes? Alors encore une fois, je suis partagé. C'est-à-dire que, j'ai typiquement dans les Alpes, pendant 29 jours, j'avais un fil rouge qui était le GR5 et le GR55 à partir du nord du Mercantour. Et non, j'avais pas envie de le suivre à la lettre. J'aime bien, le l'approche là des chemins noirs de Sylvain Tesson. Donc tous ces chemins un peu oubliés, hors des sentiers battus, ça me plaît beaucoup. Et donc je me suis laissé le luxe de prendre des variantes, de les faire des sommets, ce genre de choses. Ça, c'était dans les Alpes. Pour Stevenson, pour le coup, j'avais un peu justement ce biais de faire un petit peu de la performance, donc de me prouver à moi-même que j'étais capable de tenir ça en 6 jours. Et donc là, j'ai quand même respecté presque stricto sensu, tout le GR, sachant qu'il est super bien indiqué, donc il y a pas besoin de, enfin bon, franchement, à un moment, j'ai cassé donc mon téléphone dans cette aventure, et j'ai dû en racheter un. Et j'ai hésité. Bon, malheureusement, mon projet, c'est de communiquer, donc il m'en fallait un. Mais sinon, j'aurais pu ne pas en racheter un, parce qu'en fait, c'est hyper bien indiqué, donc on peut très bien se déplacer qu'en regardant les marques. Mais oui, là, cette fois, j'ai suivi le chemin, mais je suis totalement pour ne pas s'interdire des, des alternatives, voire même des raccourcis, enfin sans abîmer, mais si c'est un raccourci officiel, ne pas se gêner de changer de parcours, de laisser l'opportunité à l'imprévu, au changement. Ça j'adore. Là, il y avait un peu ce côté défi, courir avec un objectif, mais je pense que là, pour une prochaine aventure, je vais me laisser encore des opportunités de variantes, parce que j'adore ça. Et puis c'est dans ces moments-là, et notamment dans les Alpes, c'était incroyable, parce que tout d'un coup, il y avait vraiment plus personne, les sentiers étaient moins bien tracés, c'était plus difficile, et du coup, on sent qu'on rentre un peu plus dans la nature, on surprend un peu plus la faune. Alors, je veux pas les déranger, mais c'est agréable de les surprendre là où ils t'attendent pas. Et ça, j'adore. Donc ouais, ça, je cautionne à fond. Mais pour autant, sur le chemin de Stevenson, j'ai pas suivi ça.
Quelle est la chose que tu attends le plus de cette expédition? Oh bah là, j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose en courant. Alors il faut savoir que j'ai quand même beaucoup marché, hein, sur, ce chemin de Stevenson, mais c'était de la marche rapide en fait, plus que de la course, sauf lorsque ça descendait, de manière, plutôt roulante, parce que j'avais vraiment mal aux genoux tout le long du parcours. J'ai eu mal aux 2 genoux. Hem, donc bon, c'est pour autant, voilà, j'avais quand même envie et j'étais quand même content de la «performance» entre guillemets que j'ai réalisée. Donc il y avait quand même un objectif de performance, de me dire: «Ah, j'ai réussi à faire en moyenne à peu près 45 kilomètres par jour». Donc ça, c'était, quelque chose qui me faisait plaisir. Mais bah, bien sûr, j'ai en fait, moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est de découvrir. J'adore découvrir des nouvelles régions, j'adore découvrir des nouvelles ambiances, des nouveaux paysages. Et donc là, j'étais excité de découvrir les Cévennes, qui résonnaient un peu comme un mythe dans ma tête. Donc voilà, il y avait vraiment cette envie de découverte. J'ai eu quelques rencontres, de 3 personnes notamment, de 5 personnes, dont un groupe, de 3 personnes. Et ça, c'est sympa aussi, dans les Alpes, j'ai plus cultivé ces moments de rencontre et où j'ai marché plusieurs jours avec des personnes, ça, c'est vraiment sympa. Là, malheureusement, je l'ai un peu moins fait parce que j'ai avancé un peu plus vite, mais j'ai eu quand même des échanges très sympas avec des gens qui ont des vies autres et ça, j'adore. Donc ça, c'est les choses que je recherche dans mes aventures. Et puis, bah, bien évidemment, vu que je communique, il y a un souhait profond d'inspirer, de donner envie, de, peut-être de convertir des gens à une approche plus sobre des vacances, de l'aventure, du sport. Voilà, ça forcément, ça m'anime le long de mon parcours. Mais je veux dire, le truc qui m'émerveille le plus, c'est la découverte, et mine de rien, même si je marchais vite et je courais, j'ai quand même, comme les journées sont longues, j'ai quand même pris vraiment le temps je pense, d'observer et j'ai adoré ça, ouais. Ça y est, nous sommes le samedi 22 mai 2021. Après 8 mois sans expédition zéro, te voilà parti sur les sentiers de Stevenson et donc les 278 kilomètres qui t'attendent. Ta première journée démarre de façon assez idéale. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, donc je suis parti en train de Marseille. Donc, moi, mon objectif, notamment sur l'impact carbone et là, c'est pour le coup, c'est sur les transports, c'est d'essayer de le faire, depuis chez moi jusqu'à chez moi. Donc je suis parti en train de Marseille pour Lyon, j'ai dormi chez des amis et là, de Lyon, j'ai pris un train pour le Puy-en-Velay. J'arrive au Puy-en-Velay, sur les coups de 12h30, je crois. Et donc tout de suite, je commence un peu à me mettre à rechercher le chemin, puis en fait, je me retourne et je vois le Puy-en-Velay qui a l'air magnifique. Je me dis: «Mais attends, là, il faut d'abord aller visiter le Puy-en-Velay quand même, profite d'être ici». Donc je suis allé faire un tour dans le Puy-en-Velay et ça a l'air une très belle ville, c'est très joli. Donc c'est Avec une bonne salade de lentilles, de ce que j'ai pu voir. exactement, et une bonne salade de lentilles. Donc je me suis posé, je me suis baladé, je suis allé voir la forteresse en haut. Hem et après je suis allé sur la place, c'était ma première terrasse en fait, c'est parce que ça venait de se déconfiner. Et j'ai pris une salade de lentilles qui est le plat local. J'ai, rechargé un peu mon téléphone, j'ai fait des petites courses. Donc tout s'est fait plutôt de manière fluide au Puy-en-Velay et donc vers les 15h30, donc j'ai pris mon temps pour visiter. J'ai entamé le chemin, ce mythique chemin de Stevenson. J'ai commencé plutôt en marchant assez vite parce que j'avais déjà mal aux genoux, en fait, malheureusement. Et je voulais pas, m'abîmer ou me flinguer, on va dire, dès le départ. J'ai toujours un peu une angoisse de rater, parce que je dois abandonner trop tôt. Donc j'y suis allé doucement, de manière assez sobre et j'ai marché, voilà, en allant quand même vite. Et là, assez rapidement, au bout de quelques heures, je suis tombé sur quelqu'un qui l'entamait aussi, un militaire, qui faisait ça, voilà, pendant une période d'une semaine de libre. Et on a pas mal discuté. Et en fait, il avait des convictions écologiques assez fortes aussi. Et donc, je me suis retrouvé très vite embarqué bah, je devais partir en courant, mais en fait, j'ai trop envie de parler avec lui et pendant 3 heures, on a parlé en marchant quand même assez vite. Mais après, je me suis rappelé que je voulais quand même avancer. Donc, finalement, j'ai réussi à faire, je crois, entre 15h30 et le moment où j'ai trouvé mon premier bivouac. Bah, j'ai fait 21 kilomètres comme ça. Donc c'était une journée, 1re journée, simple, plutôt douce mais efficace. Tout s'est bien passé, j'ai commencé à communiquer, mon corps allait bien et voilà, donc je me suis trouvé un premier bivouac dans un champ. Et voilà, donc je me suis mis dans un champ avec mon tarp. Je découvrais mon tarp parce que j'avais jamais dormi en tarp et je me suis installé là et je me suis endormi comme un petit bébé et voilà, une première journée très sympa.
Ça s'est un peu corsé sur la deuxième journée, tu as commencé à l'évoquer brièvement tout à l'heure avec des premières galères, notamment d'ordre technologique. Voilà, exactement. Donc moi je suis quelqu'un qu'on peut définir comme maladroit et heu et j'ai C'était Gaston Lagaffe, ton personnage de fiction ouais, finalement. c'est peut-être lui, ouais, effectivement. Et, euh, et donc, j'ai entamé à nouveau cette journée de manière très sympa, cette fois en trottinant alors que la veille je marchais. Et je crois que c'est après le boucher Saint-Nicolas, quelque part par là, que je sors mon téléphone de ma poche. Alors, dans cette partie-là du chemin de Stevenson, c'est quand même beaucoup de la route, hein, il y a c'est du chemin de 4x4 et de la route goudronnée. Et là, j'étais sur une route, et je sors mon téléphone qui en fait est dans une coque trop grande pour lui. Il tombe sur la route, il se casse, mais il se casse bien quoi. Et là, mort, l'écran vraiment brisé, plus rien. Donc je me retrouve en fait au bout de à peine un jour et demi, sans téléphone. Ce qui m'arrange d'une certaine manière, parce que j'aime pas trop avoir un téléphone parce que ça me détache de la technologie, mais ce qui m'embête quand même beaucoup parce que mon projet c'est de raconter ça sur les réseaux sociaux. Donc je me retrouve sans téléphone, donc là j'interpelle des marcheurs, un couple super sympa d'ailleurs, à peu près à soixantaine, avec qui du coup on a pas mal sympathisé, on a pu marcher un peu. Donc à nouveau une phase de marche et on a avec eux, j'ai pu appeler des proches pour les prévenir de mon truc et voilà. Et puis on a pu voir qu'à Langogne, une ville un peu plus loin, sur le parcours, il y avait un gros Intermarché et que peut-être c'était mon seul espoir de trouver un téléphone. Donc je me suis rapproché de Langogne, j'ai beaucoup marché ce jour-là. J'ai dormi près de Pradelles. Alors il m'est arrivé plein de galères ce jour-là en fait parce que j'ai cassé mon téléphone, j'ai voulu prendre un raccourci comme quoi il faut toujours, faut être humble. Et en fait je me suis pris dans un barbelé, donc j'ai déchiré un peu ma veste, je me suis ouvert un peu la jambe. Je me suis trompé de chemin, donc je me suis retrouvé sur une route pendant 5 kilomètres au lieu de prendre le chantier. Enfin bref, en fait je suis arrivé après, j'étais complètement cramé et j'avais plus de téléphone. Toujours est-il que voilà, j'étais à 5 kilomètres de Langogne. Le lendemain, c'était férié, enfin c'était la Pentecôte, donc je me suis dit, je sais pas si ça va être ouvert, mais la Pentecôte, c'est pas totalement férié, donc j'ai un petit espoir. Mais il faut que je m'arrête un peu avant Langogne, puisque j'aurais pu continuer, parce qu'il faudrait que j'y sois au moment de l'ouverture des magasins, parce que si j'y suis trop tôt, je vais perdre du temps. Donc voilà, j'ai un peu optimisé mon truc. Et donc à Pradelles, je me suis mis dans un champ de vaches, un peu en hauteur, et j'ai eu un bivouac merveilleux, donc que j'ai gardé pour moi. Je l'ai pas partagé celui-là, parce que j'avais rien pour partager, mais c'est pas grave. Et là, j'ai dormi mais comme un bébé pendant 12 heures sur ce bivouac magique avec un coucher de soleil incroyable sur un lac un peu plus loin, là, qui est un lac près de Langogne. Et donc ça a été ma deuxième journée assez épique avec pas mal de galères. Mais bon, j'ai envie de dire, entre guillemets, heureusement qu'il y a ça parce que ça fait partie de l'aventure, quoi. Sinon c'est fade. Voilà, donc ça a été ma deuxième journée avec un peu de trottinage. Je ne saurais pas dire combien de kilomètres j'ai fait ce jour-là, parce que moi j'ai pas de montre, donc je maîtrise pas trop les distances que je fais au jour le jour. J'ai plus fait une moyenne à la fin, quoi. Donc là, tu t'élances le fameux lundi de Pentecôte pour une troisième journée pour laquelle tu vas parcourir une partie du Gévaudan. Est-ce que tu peux nous raconter à nouveau comment s'est passé cette journée-là et puis le bivouac qui a été le soir assez épique aussi, si j'ai bien compris? Ouais, alors là, le matin, je pars à Langogne, à 5 kilomètres plus loin de là où je dors, et je la ville, il y a vraiment pas grand-chose, donc je parle un peu à tout le monde et je finis par trouver cet Intermarché. Et en fait, dans cet Intermarché, ils ont un téléphone. Ils ont plus qu'un téléphone, donc c'est le seul téléphone à vendre dans le coin. Sinon, il faut revenir au Puy-en-Velay. Déjà, je pense que j'étais déjà à une soixantaine de kilomètres de là. Et bon, il s'avère qu'ils ont vendu ce téléphone 2 fois le prix, mais, mais j'avais pas les moyens de vérifier de toutes les façons. J'ai pu vérifier qu'après coup. Mais c'est pas grave, j'ai acheté ça. Mais tout ça m'a fait perdre quand même 4-5 heures. Donc j'ai perdu un peu de temps à Langogne sur ce début de journée, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et donc là, après, je suis reparti avec mon petit téléphone pour pouvoir raconter ma petite vie sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, vous trouvez ça triste ou bien, mais, mais en tout cas, ça fait partie du projet. Et donc oui, effectivement, j'ai commencé à traverser une partie du Gévaudan. Là, c'était vraiment magnifique. Beaucoup de forêts, un très beau lac. Je ne saurais retrouver le nom de ce lac, mais un magnifique lac, un moment qu'on longe avec, avec cette fois, l'objectif de s'approcher du mont Lozère le lendemain. C'était un peu, voilà, il fallait que j'avance, quoi.
Et en fait, le soir, en voulant un peu rattraper mon retard sur cette journée, donc là, j'ai comme sur la matinée que j'ai perdue, j'ai beaucoup marché, couru, l'après-midi de manière assez intensive. Et j'arrive, pareil, encore une fois, je suis un peu trompé de chemin, donc finalement, je dis que c'est bien indiqué, mais je me rends compte que je suis quand même souvent trompé. Donc je sais pas trop comment je me suis pris. Et du coup, j'ai monté une colline pendant super longtemps, alors qu'il n'y avait pas besoin de la monter. Mais bon, c'est pas très grave. Toujours est-il que cette colline, elle était pas très intéressante parce qu'il y avait des poteaux électriques dessus, d'énormes câbles et et le sol était rempli d'une plante, une espèce de petite plante au ras du sol qui est très piquante. Donc j'arrivais pas, il était 19h, je trouvais pas du tout d'endroit pour bivouaquer, 20h, je trouvais toujours pas, 21h encore pas. Donc là, je me suis retrouvé en haut de ce petit mont avec ces fils électriques. Il y avait du vent, il faisait super froid, parce qu'il faisait encore froid, pas mal froid à l'époque, il faisait -2 la nuit. Et donc, comme j'ai pas non plus grand chose, j'ai une couverture de survie, un petit duvet et mon tarp, je savais que j'allais avoir froid là-haut. Donc finalement, je suis reparti vers le bas. Et là, je me suis retrouvé, il était 22h en pleine forêt, il faisait nuit, et j'arrivais pas à trouver d'endroit où dormir. Donc j'ai commencé à tomber, je suis tombé sur une vieille maison, mais qui avait l'air habitée, au milieu de la forêt, avec un petit champ à côté. J'ai essayé de m'installer, mais tout était en pente et il se mettait à pleuvoir. Donc là, pareil, j'ai rebroussé chemin, donc j'ai continué sur ma route pour finalement arriver près d'une ville. Alors, cette ville, je sais plus exactement laquelle c'est, mais en tout cas, bref, j'y suis arrivé là-bas et là, j'ai trouvé un champ de vaches juste avant la ville. Je me suis posé dans le champ de vaches avec mon tarp sous la pluie et je me suis endormi comme une souche. Et en fait, en me réveillant le lendemain, tout était trempé, dont moi, mais j'avais plutôt bien dormi quand même. Et par contre, je me suis réveillé, en face de moi, il y avait clairement dans le champ, 3 têtes qui me regardaient à quelques mètres de moi, à 10 mètres de moi. Et Et c'était pas des chamois. voilà, c'était des vaches et au milieu de ces 3 têtes, il y en a quand même une tête, moi je suis pas très fort là-dedans, mais je l'ai bien reconnu, c'était pas une vache, c'était un taureau, quoi. Et du coup, là, j'ai tout plié bagage, j'ai tout balancé de l'autre côté des barbelés et je me suis mis de côté route. Et voilà, et ça s'est très bien passé, mais ça m'a fait un réveil Petit coup de un chaud. petit coup de chaud au réveil. Et puis après, j'ai séché mes affaires sur la route. Voilà. Tu repars donc pour une nouvelle journée, tu vas avoir le plaisir de croiser sur ton chemin les sources du Lot et tu continues ta route en direction du Mont Lozère, c'est bien ça? Exactement. Donc là, c'est une belle journée avec des douleurs aux genoux parce que mes genoux, ils passent leur temps à se passer la douleur. Ça passe du genou droit au genou gauche. Mais là, j'avance pas mal quand même. Et effectivement, là, je passe au niveau des sources du Mont Lozère. Non, des sources du Lot, pardon. C'est juste sublime. C'est hyper vert, bien évidemment. Et ouais, c'est un moment vraiment, c'est juste canon, quoi, en fait. Et donc je finis par c'est une belle journée, il m'est pas arrivé de choses, particulièrement marquantes, à part que j'ai plutôt bien progressé. Et donc là, le soir, j'arrive dans une station de ski. Je savais pas qu'il y avait une station de ski là-bas. La station de Alors je trouve que ça s'appelle la station de pleine nature du Mont Lozère, quelque chose comme ça. Et il y a des petites pistes de ski. Et donc j'arrive là aussi encore une fois super tard et donc il fait froid, il pleut un petit peu et je vois le Mont Lozère j'ai le Mont Lozère en visu. Alors c'est beau parce que tout est très boisé dans ce coin-là et puis là c'est très pelé, il y a plus de bois au niveau du Mont Lozère. Ça a l'air C'est un peu, je sais pas, un côté, des plateaux, au nord de l'Écosse ou je sais pas trop te décrire ça, mais c'est de l'herbe rase, voilà. Et je me pose dans cette station, je vais demander à un petit hôtel: «Est-ce que je peux me planter ma tente dans un champ à côté?» Il s'avère que c'est à eux le champ et qu'ils me disent: «Oui». Et donc je m'installe là, sauf que j'installe un peu mal ma tente et j'installe près d'un lampadaire en fait, d'un lampadaire d'un chalet. En fait, il y a une lumière d'un chalet qui s'allume dès qu'il y a du mouvement. Donc toute la nuit, la lumière s'allume en fait dès que je bouge. Il y a du vent, j'ai mal orienté mon tarp parce qu'un tarp c'est juste une direction. Donc si tu l'orientes, il faut l'orienter pour se protéger du vent, mais là je l'ai pas très bien orienté parce que le vent a un peu tourné. Donc autant dire que c'était vraiment ma moins bonne nuit. J'ai pas bien dormi, j'étais mouillé, j'avais froid, il y avait de la lumière. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien progressé ce jour-là, ouais. Tu parles de la mauvaise nuit que tu viens de passer. Est-ce que chaque matin, c'est délicat de trouver un niveau constant d'énergie et de motivation? Est-ce qu'il y a certains matins qui sont plus difficiles que d'autres ou globalement,
tu sais pourquoi tu fais ça et tu arrives à toujours y mettre le même engagement et quand bien même il y a des nuits qui sont plus délicates que d'autres? Alors repartir, se remettre à marcher, moi ça me plaît toujours bien et j'aime bien se progresser donc repartir, je l'ai la motivation. Par contre, c'est les réveils qui sont compliqués comme celui-là. Ce que je trouve dur, c'est, quand tout est humide, j'ai un peu du mal à mettre toutes les affaires humides dans mon sac. Voilà, je suis un peu dans le pâté et en fait, bah, les matins où tout est humide, c'est plus dur quand même parce que, là, typiquement, j'ai passé 1 heure à sécher mes affaires, à les mettre au soleil, qui se levait et avec le vent. Donc on perd du temps, on moi je vraiment je j'ai pas envie de ressortir toutes mes affaires pendant la journée, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois certains jours, mais du coup je perds du temps à bien faire sécher le duvet, la couverture de survie, tout ça. Et là, ces matins-là, ils sont pénibles, un peu quand même. Alors que quand on se réveille et que c'est pas très humide et qu'on sait qu'on peut repartir, c'est agréable, quoi. On emballe tout. En fait, je trouve ça le rituel matinal de remballer son campement est quand même assez long, notamment quand tout est humide. Donc c'est un long process, alors que le soir, en arrivant, je trouve que ça va, ça se fait plutôt bien. Donc ouais, ces matins-là sont plus durs quand même. Mmh. On reprend le fil donc de ton aventure. Tu repars à l'ascension de façon très matinale du mont Lozère. Est-ce que tu peux nous raconter cette quatrième journée du mercredi où je crois que tu as fait une rencontre aussi sympathique sur le chemin avec une jeune femme qui a un projet qui a eu un certain écho auprès de toi aussi, ta démarche? Est-ce que tu peux nous raconter cette journée du mercredi? Ouais, 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 alors c'est probablement une des plus belles journées parce que, je pars, bon pas si matinal, si peut-être vers 7:00, 7:00, 7:30 pour l'ascension du mont Lozère, hein, qui est une ascension très, très, très douce. C'est très plat, mais j'étais le premier, me semble-t-il. Je voyais qu'il y en avait un autre qui commençait à arriver, donc j'ai accéléré parce que je voulais vraiment être Prums. frums dans le sens où je voulais profiter du là-haut. Parce que bon, moi je fais mes contenus, c'est toujours un peu bizarre, je positionne mon téléphone et ça me gêne un peu de le faire devant les autres. Et non, et puis il y avait, cette excitation d'être là-haut seul au monde et de crier, voilà. Et donc je marche vers, ce sommet, c'est tellement beau l'approche là, il y a un petit sentier avec des espèces de un peu comme des c'est pas des dolomites, non pas des dolomites, des menhirs un peu, c'est pas vraiment des menhirs, mais un peu dans ce style, qui sont plantés le long du chemin. Et donc c'est une progression hyper agréable et là j'arrive en haut du mont Lozère, il fait un temps magnifique et j'ai une vue de fou, mais de dingue. Je vois les Alpes, je vois le Ventoux, je vois tellement de choses, je vois l'Aubrac, enfin bref, beaucoup de choses. C'est juste trop beau. Le mont Gerbier-des-Joncs, la source de la Loire, bien sûr la source du Lot. Donc là, je passe franchement une demi-heure à juste parcourir le sommet qui est assez plat et étendu, à regarder tout ça. Il y a des zones, enfin, des cartes d'observation. Donc ça, c'est vraiment un moment magique que j'ai adoré, le sommet, au matin. Puis après, je descends et cette descente elle est vraiment très belle. Je descends, par, un chemin jusqu'au au village de Pont-de-Montvert qui est sur le Tarn, qui enjambe le Tarn avec son nom de pont. Et donc toute cette descente, elle est vraiment magnifique. C'est une partie que j'ai adorée. Et à Pont-de-Montvert, bah, c'est un village encore une fois magnifique, très sympa. Et voilà, de temps en temps dans la vie, il y a des petits moments où on se dit: «Ah ouais, là, tout d'un coup, on a un coup de cœur, quoi. Il y a des éléments qui font qu'on a un coup de cœur, qui s'alignent et là, en très peu de temps, j'ai eu un coup de cœur parce que les gens, je sais pas, les gens à l'office de tourisme qui étaient là, les gens au restaurant ou dans les boulangeries, ils étaient super gentils. C'était trop beau avec le Tarn, hyper clair et propre où j'ai pu me rincer, me mettre dans l'eau, nettoyer quelques affaires. Donc tout était aligné. Et puis avant de partir, on me dit: «Ah, beh, pour ton ravitaillement, il y a cette petite boutique un peu plus haut. Tu devrais aller voir, ils font du bio, du zéro déchet», parce que j'avais un peu expliqué à quelqu'un ma démarche. Donc je suis allé voir et effectivement, je tombe sur Manon qui avant travaillait dans la communication et qui a quitté ça pour s'installer à Pont-de-Montvert et qui a lancé Seven in the Box, qui est, une petite boutique, vraiment toute petite. C'est assez drôle, elle a créé la boutique dans des anciennes cellules de dégrisement et en fait, on a partagé un petit moment, un petit discours, enfin un échange. Je lui ai raconté mon aventure et elle me parlait de sa boutique et de sa démarche et voilà, c'était des moments assez sympas, qui sont furtifs, mais j'ai adoré cet échange. On a pris une photo ensemble et puis j'ai partagé ça sur les réseaux. Elle m'a remercié après parce que ça lui a fait un peu de visibilité. Donc j'étais hyper content, moi, dans ces moments-là, je suis tellement content de pouvoir, à une échelle très modeste, donner de la visibilité à un projet comme ça. Et après, je suis reparti et de Pont-de-Montvert jusqu'à Baie d'Ouesse,
Là, je suis parti à 16h de Pont-Montvert et là, c'est quasiment 26 kilomètres, me semble-t-il, sans ravitaillement ni eau. Donc c'est assez intense, il y a pas mal de dénivelé, beaucoup de forêts et donc là, ça a été assez long cette distance-là. Hem, Surtout que le chemin de Stevenson fait une courbe assez étonnante là, un grand virage et tu te dis: «Mais pourquoi il est pas allé tout droit à Cassagnas?» Alors je crois que c'est parce qu'il a changé un peu d'avis, sur le long du parcours, par rapport à son chagrin d'amour. Il y a une histoire comme ça. Mais bref, en tout cas, j'ai marché jusqu'à Bédoès et je suis arrivé là, au bord du Tarn, assez tard, pareil, j'avais du mal à trouver un endroit où mettre ma tente. J'ai retrouvé le Tarn qui est, cette rivière, enfin, que j'adore parce que c'est ce qu'on avait descendu en radeau avec ma famille. Et donc bref, j'ai pas trouvé d'endroit pour mettre ma tente et j'ai fini par planter la tente en plein milieu du village, sur la place devant l'église, mais tellement au milieu du village que je pense que les gens s'en sont même pas rendus compte. Bon, ça va, il était super tard, tellement c'était improbable. Et donc voilà, je me suis effondré là de fatigue et j'ai passé une très bonne nuit honnêtement et c'était très chouette. La journée de jeudi se passe plutôt bien, et puis c'est le moment où tu commences à considérer le nombre de kilomètres qui te restent, et tu te dis que c'est peut-être aussi le moment, enfin l'opportunité se présente de peut-être boucler un peu plus rapidement que ce que tu imaginais ce périple. Exactement. En fait, dans ma tête, au début, j'avais plutôt 8 jours avec 30 dans les 35 kilomètres par jour. Et en fait, là, je suis à Bédoès, je réalise qu'il me reste, je crois, 85 kilomètres, quelque chose comme ça. Et je me dis: «Attends, je vais partir tôt et on va voir, peut-être que je peux faire ça en 2 jours et tenir 6 jours, ce serait quand même sympa» et c'est là où la dimension performance et un peu de défi prend le dessus. Donc je repars de Bédoès, je longe le Tarn, je passe à Florac, Trois-Rivières et comme ça m'est arrivé dans un autre village plus tôt, le Blama, là il y a quelqu'un qui m'interpelle en me disant: «Ah Ben, Expédition Zéro, je te reconnais». C'était marrant. C'était, heu, un monsieur qui tient un petit club de vélo et qui emmène les gens faire des balades en vélo dans le coin. On a pas mal discuté, je suis allé au marché des producteurs de Florac, encore un petit village qui m'a vraiment bien plu. Et ça m'a fait très plaisir, donc ça m'a mis en forme pour cette journée et donc là j'ai marché le long, de la Mimène, je sais pas trop comment on dit. C'est un bras en fait, on va dire un bras du Tarn quoi, qui se déverse dans le Tarn et donc là c'est une longue marche de 20-25 kilomètres, enfin marche, moi j'ai pas mal trottiné, donc je courais un peu même si j'avais mal aux genoux et là c'était magique, c'est trop beau, c'est juste magnifique, tu as envie de te baigner partout mais tu te dis qu'il faut quand même un peu avancer. Et finalement, au moment de quitter la Miminte, je sais pas exactement comment on le dit, je me suis quand même baigné. Là, j'ai adoré, c'était génial. Puis après, je suis parti un peu dans les dénivelés, dans les D+, crapahuter pour progresser. J'avançais vraiment bien en fait. Donc c'était chouette. Je me dis ah ouais en fait là, je rentrais vraiment aussi dans les Cévennes et ça devenait vraiment magnifique. Et donc j'ai avancé jusqu'à je pense c'était jusqu'à Saint-Germain-de-Calberté et donc là, j'ai fait une bonne journée, hein, j'ai dû faire presque 40, plus de 40 kilomètres ce jour-là et à Saint-Germain-de-Calberté, alors après avoir traversé plusieurs massifs magnifiques, en courant ou en marchant, je me suis posé, j'ai pris un petit moi je me prends souvent pour du coup un peu aller dans mon zéro déchet, je me prends des limonades, toujours c'est ça, je prends des sirops ou des jus locaux et là je me prends toujours des sirops parce qu'en fait il y a du sucre quand même et ça remet un peu la patate quoi. Donc là je me prends 2-3 sirops carrément et des frites et j'étais dans une ambiance dans ce petit village là, Saint-Germain-de-Calberté, j'ai adoré l'ambiance, c'est une petite place où tout le monde se retrouve, c'est un peu des alternatifs là qui ont une vie dans la montagne et tout et je les écoutais dans leurs conversations, je trouvais ça vraiment sympa. Puis je repars, finalement je me rends compte que j'ai pas envie d'aller trop loin, donc je marche quelques kilomètres et là je me pose un peu sur là-bas il y a beaucoup de les terrains sont en terrasse, il y a des vues magnifiques et je me pose dans un champ et en fait là je me fais engueuler par le fermier du coin qui me voit dans le champ alors qu'il était déjà 21h quelque chose et il me dit: «Mais vous bivouaquez sur de l'herbe à faucher, vous abîmez le terrain». Donc je me suis vraiment excusé et comme il a bien vu que je m'excusais et que j'étais vraiment désolé, juste proposé Il a rangé son fusil. ouais, il a rangé sa fourche et il m'a proposé de dormir de l'autre côté la la limite du champ et donc j'ai passé la nuit là et c'est là où je me suis dit, dernière journée, je vais peut-être me réveiller plus tôt, quoi. On donne tout.
Et donc, c'est la dernière journée, le vendredi, et les 48 km qui te séparent d'Alès à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée et puis nous dire dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu es impatient d'arriver? Est-ce que tu es un peu déjà nostalgique de ce que tu as vécu? Comment est-ce que tu vis ces derniers instants? Non, ouais, c'est partagé effectivement. Je suis pas forcément, impatient d'arriver parce que 6 jours, c'est quand même court, hein. Genre, j'aime bien que ça dure un peu plus longtemps mes expéditions. Mais en même temps, bah, voilà, il y a cette espèce de dissonance cognitive, hein. Il y a l'envie d'avoir du temps et puis il y a l'excitation de se dire de tenir un temps qui fait que je me dis: «Ah attends, je vais peut-être pouvoir, si j'arrive vers 15h30 à Alès, bah, j'aurais fait 6 jours» et je trouve ça beau, c'est un chiffre rond, ça fait une belle performance. Donc c'est partagé entre, franchement, je suis trop bien dans les Cévennes, je vois des belles choses, des belles rencontres, voilà, mais en même temps, bah, il y a cette performance. Donc là, je me dis: «Bon allez, je vais quand même la tenter», donc je me lève à 4h30, quelque chose comme ça. En plus, ça m'excite pas mal de courir un peu de nuit, parce que je l'ai pas fait jusque-là. Donc je me lève, je plie le camp, et je pars à la frontale, d'un peu après Calberté, pardon. Et voilà, et donc je progresse jusqu'à Saint-Étienne, vallée française, qui est juste magnifique. Je prends un peu le temps de visiter parce que c'est trop beau ce village aussi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans l'habitat, et puis c'est bien intégré dans la nature alentour. Donc voilà, donc je continue, je marche, cours, j'avance bien et j'arrive vers Saint-Jean-du-Gard et là en fait je me dis: «Bah ouais, il me reste pas tant que ça, je peux tenir, peut-être pas le 15 heures, je sens que ça va être dur». Et là, de Saint-Jean-du-Gard à Alès, ça a été assez dur parce que cette partie, elle devient, on est quand même pas mal dans le sud déjà, et cette partie particulièrement, et là, il se commence à faire chaud. C'est pour ça qu'on m'avait dit plus tard dans l'année, c'est un peu la fournaise, cette partie-là du GR, et je veux bien croire, parce que là, ça devient un paysage beaucoup plus méditerranéen. Enfin, en tout cas, c'est de la garrigue très sèche, beaucoup de dénivelé, et là, c'est une marche un peu hyper longue sans eau. Et donc ouais, là je me lance là-dedans, ça dure, mais super longtemps quoi. Ça s'arrête plus en fait, je me dis: «Mais quand est-ce que ce truc s'arrête?» Ça ne faisait que monter déjà, et c'était genre ça tapait fort et c'était sec. Mais bon voilà, c'était, je savais que le final se veut toujours dur, de toutes les façons. Et donc là, c'était assez intense, mais c'était trop beau quand même, et donc ça n'arrêtait plus de monter. Je me disais: «Mais pourquoi Robert, pourquoi tu pas pris par la vallée là?» Et bref, il a voulu probablement avoir un beau point de vue sur Alès ou sur je ne sais quoi, et ça n'a fait que monter jusqu'à Alès en fait. Et puis à la fin, ça descend un peu plus raide. Et voilà, et je suis arrivé non pas à 15h30 à Alès, mais je suis arrivé à 17h. Alors là, au point final de cette aventure. Le point final, c'est au niveau d'une église, Rochebelle, l'église de Rochebelle, voilà, sur la rive, enfin, sur une des rives du Gardon, en fait. Et donc je suis arrivé à 17h, j'étais complètement crevé, j'étais mort, j'avais vraiment super mal aux pieds, mais bon voilà, j'avais réussi à faire ça en 6 jours, 1h30. Donc j'étais content. Et donc, pour parler un peu de chiffres, tu as parcouru donc finalement 279 km et donc une moyenne de 45,8 km par jour. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as fait le dernier pas sur ce chemin de Stevenson? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit à ce moment-là? Bah non, c'était assez, sobre et humble. Je suis arrivé devant cette église et l'arrivée, elle est pas très spectaculaire. Donc déjà, j'avais mal aux pieds, donc j'avais surtout le dernier pas, j'avais juste envie qu'il s'arrête parce que j'avais mal aux pieds, quoi. Donc c'est ça ce qui se passait, c'était assez factuel. Et non, j'arrive sur les marches de l'église et en fait, il se passe pas grand-chose à niveau de cette église. C'est pas comme une arrivée de Saint-Jacques-de-Compostelle où les gens s'embrassent et tout ça parce qu'ils ont, enfin, mais je me suis juste posé très simplement sur les marches, j'ai pris ma petite photo d'arrivée. Et j'étais content, mais en même temps, je revenais, j'avais une sensation bizarre parce qu'à l'est, ça m'a pas beaucoup plu. Voilà, je trouvais que c'était à nouveau la ville, avec les pots d'échappement, une ambiance un peu bizarre. Donc j'étais content, mais de manière très modérée, quoi. Et voilà, et en fait, très rapidement, j'ai traversé la ville pour aller chercher la gare. Mais non, la sensation, elle est assez, simple, hein. C'est, content, mais en même temps, Raisonnablement ouais, content, c'est. raisonnablement content, voilà. Voilà, c'était sobre et voilà. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement de ces 6 jours? S'il y en avait une, quelle serait-elle? Hem,
C'est dur, parce que tu as dû Ouais, t'en ouais, mettre plein les yeux quand même. ouais, 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 non, mais moi, en fait, c'est marrant. Alors, j'ai trouvé que c'était très. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le vert, notamment dans la Lozère. C'est pour ça que j'ai fait un post où j'ai écrit tout vert comme la Lozère. L'intensité du vert et les variantes de vert, ça m'a beaucoup marqué. En fait, j'aime bien ça. En Lozère, il y a des forêts, il y a des pins et il y a des arbres à feuilles, enfin, voilà, des feuillus. Et ils sont très mélangés. C'est pas genre juste des forêts de pins et de l'autre côté des forêts de feuillus. Tout est très mélangé. Et ils ont pas le même vert. Et du coup, il y a le vert un peu sombre des pins et le vert très clair, un peu fluo des feuillus. Et le mélange est juste incroyable, notamment au niveau des sources du Lot. C'est hyper puissant. Et je me dis, waouh, c'est beau quand même, ce vert intense là qu'on peut retrouver sur notre belle planète, quoi. C'est Tu as vu le tellement. verre à moitié plein. Voilà, exactement. Voilà, donc ce verre, moi, il m'a pas mal marqué. Et puis, comme je disais, l'habitat à la fin m'a pas mal marqué, alors qu'au début, peut-être pas trop. Mais cette pierre-là, j'ai trouvé ça très beau. Donc, voilà, c'est vraiment de l'observation de ce qui m'entourait, qui m'a marqué. Je trouvais aussi le Mont Lozère magnifique. Voilà. Donc, c'est vraiment du paysage, de la nature. Mais ce vert puissant, là, j'ai adoré. Et c'est ce contraste, en fait. Mm. Merci beaucoup Benjamin d'avoir partagé avec nous ta course épique le long du chemin de Stevenson. On va se projeter très brièvement dans l'avenir, peut-être même un avenir à long terme. Est-ce qu'il y a un défi qui te fait particulièrement envie, que tu as en toi et que tu aimerais réaliser un jour, peut-être pas là tout de suite, mais en tout cas qui serait pour toi une forme d'accomplissement, en tout cas peut-être d'expédition zéro ultime que tu aurais envie de vivre? Ouh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des expéditions. Alors, il y a toujours ce paradoxe en moi de faire des choses en local, en respectant autant que possible mes 3-0. Et puis, il y a aussi l'appel du large et du lointain. J'ai aussi des rêves d'aventures lointaines, hein, c'est clair. Moi, il y a un endroit sur Terre qui m'a toujours attiré. Je sais pas trop dire pourquoi, mais c'est peut-être son nom et sa localisation. C'est la terre de Baffin ou de Baffin. Je sais pas D'accord. on le dit en français. Mais la terre de Baffin, si on le dit comme ça, c'est une grande terre entre le Canada et le Groenland. Là, ça fait partie du Canada. C'est immense. Et je sais pas, ça me fait rêver ces grands plateaux qu'on peut parcourir en ski kite et c'est en même temps ces fjords avec ces belles montagnes. Mais voilà, pour pouvoir faire une expédition là-bas, donc déjà il faudrait bien m'entraîner, rôder aux expéditions hivernales et puis si je veux respecter mes zéros, il faudrait que j'y aille en voilier, donc ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc à voir, ça c'est vraiment un rêve comme ça. Il y a deux terres comme ça qui m'attirent dans le monde. C'est le Kamchatka euh, Mhm. à l'est de la Russie et la terre de Baffin. Et sinon, en France, de manière beaucoup plus accessible, mais tout en étant quand même de la belle aventure. Moi, il y a un parcours qui m'attire quand même beaucoup, c'est la HRP, c'est la Haute Route des Pyrénées. J'avoue que la traversée des Pyrénées, ça m'attire pas mal. Mon papa l'a fait il y a 2 ans pour sa retraite. Moi, les Pyrénées, je trouve que c'est trop beau parce que c'est plus sauvage, un peu plus intimiste que les Alpes. Voilà, c'est plus pour les initiés. Et puis, je sais pas, c'est vraiment une partie de la France. Il y a une culture là-bas que j'adore. Donc voilà, la HRP, parcourir les Pyrénées, ça me fait rêver, quoi. Donc je vais pas le faire cet été parce que c'est pas au programme, mais je pense honnêtement, on verra bien ma situation personnelle, mes contraintes, etc. L'été prochain. Mais ça pourrait être un projet, ouais. Mm. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire ou te guide dans la vie que tu souhaiterais partager avec nous? Ah oui, 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 bien sûr. Alors, j'en avais 2 en tête, mais on va garder finalement, alors je sais pas si c'est de lui, mais c'est lui qui l'a en tout cas, il l'a dit, c'est Robert Marchand, donc ce petit cycliste assez inspirant là, qui est décédé récemment malheureusement, qui faisait À encore l'âge de 109 ans quand de même. 109 ans et qui faisait de la course jusqu'à 105 ans, même un peu plus, qui a toujours fait beaucoup de vélo et qui dit: «Le secret, c'est d'user de tout et abuser de rien». Donc je l'ai découvert il y a pas longtemps, hein, mais j'aime beaucoup cette idée. Moi, c'est un peu ça, je touche à tout, j'aime aller, assez loin dans la marche là, tu vois? Je vais pas juste courir, je me suis lancé un grand défi en courant, je vais pas juste marcher, j'ai envie de traverser les Alpes. Enfin, j'ai vraiment ce côté touche à tout
curiosité et user un peu de tout, mais tout en étant modéré, tout en étant dans la sobriété, tout en n'étant pas dans le consumérisme extrême. Donc ce côté user de tout, abuser de rien me plaît bien. Voilà. Et un hommage à Robert pour l'occasion. Et un hommage à Robert et Marchand et Stevenson. C'est beau. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir fait vivre avec toi cette expédition zéro sur les pas de Stevenson. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion d'évoquer dans Course Épique par ton intermédiaire cette dimension d'aventure et d'écologie qui est plus que jamais centrale dans notre société et qui prendra de plus en plus d'importance et trouvera de plus en plus d'écho, je l'espère en tout cas, et notamment grâce aux initiatives comme la tienne. Bravo encore à toi Benjamin pour ce défi au cœur des Cévennes que tu as relevé avec brio et de ce que j'ai pu voir avec le sourire de façon quasi constante. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets. Et je souhaite évidemment une très belle et très longue vie à Expédition Zéro. À très bientôt, Benjamin. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce temps d'échange. C'était très chouette. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Et voilà, j'espère que ça va donner quelques idées à tes chers auditeurs et auditrices. J'en suis convaincu. Merci pour ton temps et merci d'avoir partagé cette belle histoire avec nous et cette très belle course épique. Salut, Benjamin. Salut Guillaume. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.